Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David et pour vous parler d'une thématique qui nous tient à cœur et qui tient à cœur aux Français. Le vin et les spiritueux représentent un secteur à part entière dans le territoire français, Philippe. Oui, véritable patrimoine français, le vin ne se qualifie plus comme un simple breuvage, il occupe la place de second secteur d'exportation et représente une filière importante de métiers, un secteur qui recrute. Et des métiers passionnants, de vignerons, d'œnologues, des sommeliers, des cavistes, des jurys spécialistes en droit du vin et de la vigne. Tous ces signaux sont ouverts pour une carrière ou peut-être une reconversion réussie. Et avec nous pour en parler, une des voix de Sud Radio, Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, patron du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris. Alors si on fait l'inventaire, meilleur sommelier du monde 92, meilleur ouvrier de France honoris causa 2015, meilleur sommelier de France 88 et meilleur jeune sommelier de France 1984. Et on en parlera aussi avec Richard Angonin qui est œnologue à Meursault en Côte d'Or et Jérôme Hersan, commerçant et sourceur de vins et spiritueux, et Candice Buck, vigneronne à La Mole dans le golfe de Saint-Tropez qu'on retrouvera dans quelques minutes et elle fait du blanc, du rouge et du rosé. Et bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. C'est l'histoire d'une passion, celle de notre invité Philippe Forbrac est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio, meilleur sommelier du monde, patron donc de ce restaurant à Paris, le Bistrot du Sommelier, où tout le monde va. Vous êtes aussi une vraie voix Sud Radio. Alors, c'est bien aussi d'expliquer qui vous êtes. Alors, vous avez été meilleur ouvrier de France honoris causa en 2015, meilleur sommelier de France en 1988, meilleur jeune sommelier France en 1984, et j'en passe, et des meilleurs. D'où vient finalement cette passion et à quel âge finalement ça démarre ? Alors, la passion vient de mes grands-parents qui étaient restaurateurs dans le sud de la France, le sud-est de la France, dans les Hautes-Alpes, à Briançon exactement, où j'allais passer mes vacances. Et entre le ski, la montagne, la neige, les randonnées, etc., j'allais leur donner un coup de main au restaurant. Et j'ai découvert d'abord le vin à travers la table, la gastronomie, le partage, le bien manger. Et finalement, il y avait un moment donné où il y avait du vin qui arrivait sur la table. Et mon grand-père me disait, va à la cave chercher telle bouteille. J'allais essayer de trouver la bouteille, de décrypter les étiquettes, etc., et sans trop me tromper. Et donc, ça m'a incité à faire ce métier. Et mon père m'a dit, quel que soit le choix que tu fais dans le métier de la restauration, quand je lui ai expliqué que je voulais faire ce métier, il m'a dit, apprends à faire la cuisine, tu verras le reste après. Donc je suis cuisinier, moi, de formation, 6 ans d'école hôtelière, Sisteron, Grenoble, Nice, tous les diplômes qu'il fallait. Et puis à la sortie de ces 6 ans, un constat en me disant, c'est bien, la cuisine j'adore, la salle j'aime beaucoup, le service ça me plaît, mais finalement le vin ça m'intrigue. Et donc j'ai essayé d'aller voir un peu plus loin. Et j'avais goûté mon premier vin, pour répondre à la question de Cécile, j'avais goûté mon premier vin, je dois avoir 16 ans. C'était quelques gouttes de muscat de Baume de Venise. C'est tout de suite, ça a collé tout de suite parce que ça m'a ému. C'est un muscat de Baume de Venise, c'est bien. Absolument. Et quand j'en parle, j'ai encore ce goût particulier de ce vin doux, naturel, produit au pied des dentelles de Montmirail, sur les pentes du Mont Ventoux, avec ses arômes de fruits frais, de raisins frais, mais aussi de litchi, de rose, d'agrumes, etc. C'était doux, caressant. Il fallait pas en abuser, on est en plus dans le dry January, donc on n'abuse de rien, mais on fait attention à tout, mais néanmoins on peut se faire plaisir quand même. Mais il y a des fonds. Allez-y. Non, mais je voulais rebondir sur ce que, pardon Philippe, est-ce qu'on est tous capables d'être aujourd'hui sommelier ? Est-ce que moi, je vous le dis tout de suite, je n'aime pas le vin, je ne bois jamais d'alcool. Est-ce que je pourrais faire ce métier ? Alors oui, être tous sommelier, c'est un métier spécifique. On parle de métier ce soir, donc c'est une formation diplômante, etc. Qui commence à partir de la 3e. Qui peut commencer à partir de la 3e, qui commence souvent par une formation dans les métiers de la restauration avec une spécialisation dans le métier de sommelier. Là, on est technique, c'est très technique. Absolument, c'est très technique. Il y a 2 formations, il y a un brevet professionnel et une mention complémentaire. C'est les 2 formations idéales, si on veut. En combien de temps ? Ça se fait en minimum 1 an. Donc c'est vraiment une base de formation, parce qu'après, il faut une vie pour être un sommelier. Bien sûr. Peut-être sûrement plusieurs. Mais en tout cas, il y a des formations de base. Pour répondre à votre question, on est tous capables sûrement d'apprécier les choses en tout cas de les appréhender. Les apprécier, c'est encore une autre dimension, mais de les appréhender. Les clés pour réussir ce métier, en tout cas, c'est le pouvoir de discrimination qui permet d'analyser ce que l'on goûte, à la fois d'une façon visuelle, olfactive et gustative, et puis la mémoire.
Parce que si on mémorise pas effectivement ces goûts-là, ces saveurs-là, ces sensations-là, on capitalise pas sur le futur. Mais est-ce qu'il faut avoir des qualités gustatives, olfactives, visuelles exceptionnelles, comme par exemple ceux qu'on appelle les nez à Grasse qui font les parfums? C'est sûr que les nez, ce sont des gens assez exceptionnels. J'ai souvent eu l'occasion dans ma carrière de croiser des nez. Alors on explique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment, oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, on les a appelés nez. C'est affectif, et historique. Aujourd'hui, on les appelle les parfumeurs. Et ces nez de parfum, donc, sont des gens exceptionnels qui font des gammes olfactives tous les jours avec des centaines de nuances. Ils ont une sorte d'orgue à parfum dans lesquels ils s'entraînent très très régulièrement. Alors on a eu ça, pardon, je vous coupe. On a eu tous cette espèce de petit cadeau où vous pouvez sentir les odeurs et à chaque fois vous dites mais ça c'est quoi c'est ça. On connaît. C'est difficile. C'est redoutable. Oui, parce que après quand on sait, bien entendu, c'est paraît plus évident. Mais effectivement, on s'entraîne à ça. Alors, pour répondre à votre question, c'est un vrai entraînement. On peut... Ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous continuez à le faire ? Oui, plus aujourd'hui pour le plaisir que pour la performance, parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Mais néanmoins, toujours pour pouvoir être efficace, analytique et challenger quelque part aussi. Philippe Forbrac, avec Cécile, on est deux fans de Louis de Funès. Est-ce que la scène dans l'aile ou la cuisse, où sans même goûter un vin, il le regarde et il dit Château Léoville-Lascaz 1953, c'est crédible ou c'est pas crédible, vous qui avez été meilleur sommelier du monde? C'est à la fois crédible et bien entendu un peu du cinéma. Un peu du cinéma, c'est le cas de le dire. Un peu exagéré, d'abord parce que une dégustation dite à l'aveugle, c'est-à-dire sans savoir ce que c'est d'abord et avant tout une école de modestie, parce que clairement, il y a des jours où ça paraît évident, on se dit tiens, ça c'est ça, et c'est vrai. Et puis ça nous semble tellement évident, spontané que ça marche. Et il y a des fois on cherche, on ne trouve jamais, et on peut ne pas trouver, quel que soit son niveau de performance. Donc ça reste quand même avant tout une école de modestie. Après, effectivement, on peut être capable, quand on est vraiment entraîné et dans des conditions particulières, retrouver vraiment des choses assez précises. Moi, il m'est arrivé de m'étonner moi-même en me disant je goûte un truc. C'était un château Latour 61, assez rapidement entre guillemets dans la démarche de trouver et finalement de me dire mais c'est pas possible, il est pas comme d'habitude. Même si je n'en goûte pas tous les jours, clairement, mais c'est pas comme le souvenir que j'en avais en tout cas. Et finalement, je dis à un moment donné à mon interlocuteur, mais c'est pas possible, c'est un magnum et pas une bouteille parce que ça n'a pas le même goût que d'habitude. Et le gars s'est mis à trembler, me dit, mais vous avez raison, c'est un magnum qu'on a mis en carafe pour la dégustation. Donc on peut aller loin et en même temps on peut arriver aussi des fois à être désorienté et à pas reconnaître des fois son propre vin. Le nombre de fois où j'ai reçu des vignerons à la maison, dans le restaurant que vous avez cité tout à l'heure, le bistrot du sommelier, et quand jeune sommelier, on leur dit faites tout goûter un truc, j'en fais goûter leur vin, en disant ça va leur faire plaisir. Non, ça leur fait pas du tout plaisir parce qu'ils trouvent jamais. Non mais je veux dire, c'est redoutable. Et même des fois qu'on connaît bien, parce que le vin c'est une matière vivante en plus. Donc c'est juste extraordinaire par cette dimension-là. Et nous, par définition aussi, il faut être en phase. Et comme ça bouge et que notre goût aussi évolue, en fonction de plein de paramètres, il faut que les deux soient au rendez-vous finalement. Il faut combien de temps aujourd'hui pour être un sommelier, j'ai envie de dire, qui se respecte, c'est-à-dire que abouti finalement? Il faut quoi, des 5 ans, 10 ans, 15 ans? Oui, une dizaine d'années, je pense que c'est un petit peu le cursus nécessaire pour pouvoir vraiment commencer à maîtriser son sujet. Et même s'il est force de constater que des jeunes sommeliers qui ont des fois 2, 3, 4 années d'apprentissage sont bluffants et étonnants. Ah oui, il y a souvent des génies, ça fait partie, comme Philippe David. Ça fait partie de l'exception. Ouais. Mais disons qu'une dizaine d'années pour maîtriser son sujet, ça me semble pas mal. Une dernière question, en préparant l'émission, il y a sommelier, chef sommelier. C'est quoi? C'est à l'ancienneté? C'est quoi la différence? Oui, il y a même apprenti sommelier, commis sommelier, chef sommelier, responsable de la sommellerie, parce que c'est ce nouveau poste de gens, des groupes de restauration qu'on connaît bien, la Tour Eiffel ou J'ai du Casse ou les autres, où il y a plusieurs restaurants, où il y a un sommelier qui chapeaute l'ensemble. Donc c'est une sorte de hiérarchisation dans l'expérience et dans les responsabilités, effectivement. Donc il y a dans nos métiers le système des brigades. Et avant, il y en avait encore beaucoup plus de sommeliers qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la sommellerie est un métier qui est le vent en poupe. On a organisé il y a 1 an, quasiment jour pour jour, le concours de meilleur sommelier du monde en France.
C'est un sommelier laiton qui a gagné le concours, Raymond Thompson, qu'on salue. Et notre jeune compatriote, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui dans ce métier de plus en plus, Pascaline Lepelletier, qui a terminé 4e l'année dernière, vient de se qualifier. C'est l'actualité pour Sud Radio, puisque c'était hier la qualification. Elle nous représentera pour le prochain concours international, qui est le concours de meilleur sommelier d'Europe, qui va avoir lieu au mois de novembre de cette année, donc à Belgrade. Une petite dernière question avant de faire une petite pause. Quand on a un restaurant ou quand on est sommelier, choisir une cave qui puisse plaire à tout le monde, c'est pas évident, j'imagine. C'est pas évident de choisir des vins. Parce que j'imagine qu'il y a des vins qui font consensus et d'autres moins. Voilà, quand on fait une cave de restaurant, il faut à la fois l'étudier par rapport aux capacités de financement, parce que ça coûte cher de faire une cave. Il faut aussi l'adapter à la cuisine, bien entendu, et aux capacités du chef, à l'esprit de la cuisine. Et ensuite, essayer d'avoir à la fois une base de consensus, effectivement, mais ensuite une base d'originalité qui va affirmer la personnalité du sommelier, avec des visions, des vins nature, des vins blancs, des vins rouges, des vins étrangers, des vins, plein de choses différentes qui vont apporter de la personnalité et de la singularité à la carte. Et vous restez avec nous, Philippe Forbrac, bien sûr, jusqu'à la fin de cette émission, parce qu'on a besoin de votre expertise. Nous, on est des stagiaires dans ce milieu. Philippe, un petit peu moins que moi, mais voilà, moi je bois de l'eau. Super. Vous allez vous éclater avec moi. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, toujours avec notre ami Philippe Forbrac. Vous savez, c'est quand même une sommité, j'ai envie de dire, un sommelier sommité. Voilà, ça rime. Ouais, c'est-à-dire que devant lui, on est des stagiaires, bien entendu. Un autre invité, Richard Angonin, qui est avec nous, qui est œnologue à Meursault, en Côte d'Or. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose au vin, ne font pas forcément la différence entre un sommelier et un œnologue. Donc, ce qui est important, Richard Angonin, vous allez nous expliquer cette différence. Qu'est-ce qui fait ? Est-ce que c'est la technique ? Est-ce que ce sont des métiers totalement différents ? J'imagine pas du tout. Alors c'est vrai qu'on fait souvent la comparaison. Quand je présente mon travail d'œnologue, on me pose souvent la question dans quel restaurant je travaille. Bienvenue au club. Voilà. D'ailleurs, il y a eu un super article d'un ami de Monsieur Forbrac qui s'appelle Monsieur Sommier, qui est meilleur ouvrier de France aussi et qui a fait un très bel article sur la différence entre les œnologues et les sommeliers. Donc on va dire que nous on s'occupe de la partie production. Et que Monsieur Forbrac est un ambassadeur en fait des vins qui sont produits derrière, qui sont là pour. C'est-à-dire que vous les fabriquez, lui les goûte, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. En gros, c'est à peu près ça. C'est donc lui, c'est Philippe Forbrac qui a la partie la plus sympa quand vous voulez goûter. Oui. Moi j'ai une petite explication, une petite définition. Merci. Je dis que les œnologues, ce sont des ingénieurs, parce qu'il y a vraiment un travail précis, scientifique dans l'élaboration, et que nous, les sommeliers, nous sommes ingénieux. Parce qu'effectivement, on essaie de comprendre les choses et ensuite d'être l'ambassadeur dont nous parlions à l'instant. Mais ça veut dire que vous travaillez ou il travaille avec des viticulteurs et c'est vous qui fabriquez ce vin ? C'est quoi exactement votre travail au quotidien ? C'est exactement ça. Donc moi je travaille pour un laboratoire œnologique. Le conseil qu'on leur donne est lié aussi à des analyses de vin, donc des analyses chimiques. D'accord. Qu'on peut analyser tous les jours. Alors une grosse activité pendant les vendanges où on fait le tour des propriétés. Donc dans une journée normale, ça va entre 20 et 35 domaines visités dans la journée, avec entre 5 et 15 vins dégustés à chaque fois. Alors vous buvez pas, parce qu'en plus vous conduisez entre tous, expliquez-nous. Ils ont des chauffeurs. Ils ont des chauffeurs. Ils sont sympas cette journée. J'ai pas de chauffeur, parce que je consomme pas d'alcool même pendant l'intégralité de la période de vendange, qui dure en fait pour nous entre 3 semaines et 1 mois et demi en général. Comme on a une grosse activité aussi à l'international, on a cette chance de pouvoir commencer les vinifications en Bourgogne et les finir à l'étranger. Alors, vous avez un point commun avec Philippe Forbrac. Vous, c'est également chez votre grand-mère qui avait un restaurant que vous avez ouvert des bouteilles et que ça vous a donné la vocation. Alors
C'est exactement ça. Ma grand-mère était déjà en retraite quand je me suis intéressé et que j'avais le droit de boire de l'alcool. Et en fait, on avait cette habitude d'aller chercher des bouteilles aussi à la cave, comme l'expliquait Monsieur Forbrac. Et c'était, comme ma grand-mère me l'explique, c'était une période où le Beaujolais se vendait mieux que la Bourgogne, d'ailleurs. Où les Beaujolais étaient toujours plus chers à la carte que même les bouteilles de Grand Cru de Bourgogne. Ah oui, absolument. Voilà, donc pour vous dire, on en a même ouvert au jour de l'an sur des années 55 à 69. Et c'était super intéressant à déguster. Alors, sur la, parce qu'on est quand même dans les vraies voies de l'emploi, ce qui est important, c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est ce qu'on disait, hein, c'est ou de trouver une voie ou peut-être une reconversion, parce qu'il y a reconversion possible, hein, on ne sait jamais. Si vous êtes à la base amateur de vin, vous, la qualification que vous avez aujourd'hui, c'est passé par quoi? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on vous a appris en famille, et ensuite, il y a la technique, il y a l'expertise, et ça, vous êtes allé dans une formation particulière. Oui, tout à fait. Alors, le diplôme national d'œnologue est possible dans 5 universités en France. Il y a à peu près 150 œnologues qui sortent chaque année en France. On y rentre à partir d'un bac plus 3 pour une durée de 2 ans, donc avec un niveau ingénieur à la sortie. Oui, c'est un ingénieur du vin, en fait. Exactement. C'est le titre. C'est exactement ça. Avec la particularité d'être basé beaucoup sur la chimie, mais aussi beaucoup sur la dégustation, beaucoup sur la compréhension de la viticulture jusqu'à la mise en bouteille du vin. Et après, à partir du moment où il est mis en bouteille, on passe le flambeau à nos sommeliers qui sont ambassadeurs des vins. Mais est-ce que ça veut dire que l'un, finalement, avec votre expertise, Philippe Forbrac, et vous, avec votre expertise, Richard, vous pourriez l'un devenir sommelier et l'autre un peu œnologue ou pas du tout? Allez-y, Philippe. Franchement, l'œnologue peut devenir sommelier, parce que c'est la suite logique. Nous, sommeliers, on a une formation de gastronomie, et pas du tout une formation chimiste, ni très technique. On peut s'y intéresser, il faut qu'on connaisse ça. Après, pour pouvoir exercer, il faut vraiment faire une formation spécifique. Et ce qui est intéressant de remarquer, et ce qui a été expliqué par notre ami œnologue, c'est vraiment de la chimie, c'est vraiment de l'ingénierie, c'est extrêmement précis. Pendant longtemps, la formation était une formation de pharmacien qui devenait spécialiste en œnologie. C'est la raison pour laquelle, dans les campagnes notamment, les pharmacies peuvent vendre des produits œnologiques. Par exemple. Je tiens à dire une chose, moi aussi, en cours de chimie, plutôt que les molles de molécules, les molles de particules, on m'avait fait étudier l'œnologie, je pense que mes notes auraient été meilleures. Ouais, bah non mais sérieusement, hein. Bah oui. Croyez pas? Réfléchissez. Allez, vous restez avec nous, faites une petite pause. On revient dans un instant pour parler de ces métiers liés autour du vin. Écoutez, c'est passionnant parce qu'on apprend énormément de choses. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec vous, Philippe Forbrac, et avec vous, Richard Angonin. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et les vraies voix de l'emploi s'intéressent ce soir au métier du vin, lié au vin. Alors, forcément, sa fabrication, hein, viticulteur, que ce soit des œnologues, que ce soit des sommeliers, que ce soit des vendeurs, en tout cas, de vin. Et 2 invités assez prestigieux, je dirais même très prestigieux. Philippe Forbrac est avec nous, meilleur sommelier du monde et patron de ce restaurant, si vous passez à Paris, qui s'appelle le Bistrot du Sommelier. On vous invite à y aller. Et Richard Angonin, œnologue à Meursault, en Côte d'Or. Et ces métiers très différents, qui l'un travaille avec l'autre. En tant qu'œnologue, est-ce que forcément vous avez une pression énorme quand vous travaillez avec des viticulteurs de vous dire que vous avez votre main finalement sur la qualité et peut-être de la cuvée? Alors c'est vrai qu'il y a une certaine pression par rapport à ça. Après, on va être honnête, on a 10 mois dans l'année pour se préparer aux 2 mois de vendange qui sont les plus chargés professionnellement pour nous. Après, comme vous l'avez dit, on n'est pas forcément responsable de la cuvée, on est là pour accompagner le vigneron, pas forcément pour donner la patte de l'œnologue, mais plutôt pour aller dans le sens du vigneron ou dans le sens du terroir dans certains cas. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on sort 150 œnologues sortent diplômés par an et la plupart partent dans les pays du Nouveau Monde et on leur fait des ponts d'or et parce qu'en fait la France, c'est le must pour la formation des œnologues.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a des pays qui se développent énormément, comme l'Inde, comme la Chine, comme la Russie dans certains cas, l'Amérique du Sud, le Canada, les États-Unis. En fait, allez-y. Aujourd'hui, on a cette aura qui nous permet de se développer aussi à l'étranger, que ça soit directement professionnellement comme emploi ou comme consultant. Ce qui est notre cas aussi. Nous, on a cette occasion de pouvoir bosser avec des pays européens comme la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Voilà, tous ces pays qui sont assez proches. L'Angleterre aussi aujourd'hui, grâce aux effervescents qui sont créés dans le sud de l'Angleterre, qui ont le vent en poupe. Donc aujourd'hui, ils ont besoin de technicité, ils ont besoin de conseils, que ce soit en viticulture ou en œnologie. Et nous, on essaye d'être là, d'être présents pour les accompagner pour leur développement. C'est vrai qu'il y a des, Philippe, on entend de plus en plus des vins sud-africains, australiens. C'est-à-dire que vous, en tant que sommelier, ça veut dire qu'il faut que vous alliez très très large. C'est le monde entier aujourd'hui. Absolument, on est challengé là-dessus très très régulièrement. C'est vrai qu'on est en France, on est gâté, on a déjà de quoi faire largement, mais beaucoup de consommateurs sont intéressés par ce qui se passe ailleurs. Et puis nous, professionnellement parlant et intellectuellement parlant, c'est magnifique de pouvoir voir ce qui se passe. Richard évoquait effectivement l'Angleterre. On n'imaginait pas il y a quelques années se dire on va mettre sur la carte du vin anglais. Moi, j'en ai eu toujours un peu, parce qu'en préparant le concours de meilleur du monde, je m'y suis intéressé, mais c'était anecdotique. Aujourd'hui, il y a une vraie appétence pour des vins effervescents qui sont produits sur les territoires du Sud. Il faut constater que c'est la même roche calcaire que ce qu'on a en Champagne. La cassure qu'on voit à Douvres quand on arrive en face. Oui, c'est vrai, c'est une falaise de calcaire qui s'est détachée du continent, clairement. Tout à fait. Et c'est la même géologie. Et comme le climat évolue, eh bien, on trouve aujourd'hui, dans le sud de l'Angleterre, le même terroir qu'en Champagne et le même climat qu'il y a quelques temps. Donc on a des conditions parfaites pour faire effectivement le même type de vin effervescent. Ça veut dire que nous, alors le vin français forcément rayonne dans le monde, mais il y a une patte aussi française. Il y a un savoir-faire français, il y a une aura, comme le rappelait Richard il y a quelques instants, et c'est la même chose pour la sommellerie d'ailleurs. Nous, on forme à peu près 450 sommeliers dans les écoles françaises. Ouais. Et on a du mal à recruter des sommeliers dans les restaurants en France, parce que la moitié partent à l'étranger. Et lorsqu'ils y sont plutôt bien, on leur fait des belles conditions. Si en plus ils rencontrent une âme sœur sur place, ils s'installent. Donc effectivement, on a du mal à les retrouver. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un nombre de postes à pouvoir voir de combien à peu près ? Plusieurs centaines sans aucun problème. Bien entendu, la capacité de demande, d'absorption du métier de la restauration pour le monde de la sommellerie est assez large. Parce qu'il y a finalement on demande de plus en plus d'expertise. Aujourd'hui, les gens boivent moins de vin, mais les gens qui en consomment ont besoin de quelqu'un qui sait leur en parler. Alors qu'avant, les consommateurs, ils arrivaient, ils prenaient la carte, on va prendre tel vin, etc. Ils se posaient moins de questions. Aujourd'hui, quand ils en prennent, ils ont besoin d'expertise. Donc le sommelier, son rôle. Richard Angonin, il y a 3 branches quand on est œnologue. Il y a la branche production, il y a la branche commerce du vin et du matériel vitivinicole, et vous avez choisi une autre branche, la branche laboratoire et conseil. Alors vous nous avez expliqué le laboratoire et conseil, les deux autres c'est quoi ? Les autres branches, en fait, c'est la production directement, donc qui vont être à peu près égales à celle de directeur d'exploitation. Donc diriger un domaine, diriger une grande maison de négoce, voilà, donc c'est gérer du personnel principalement, c'est gérer aussi la vinification, c'est gérer la commercialisation dans la dernière phase, voire jusqu'à la direction économique de l'entreprise, donc pourquoi pas la partie comptable. Voilà, c'est des postes de directeur d'exploitation totale. Et la troisième branche, c'est la branche commerce du vin ou commerce de matériel vitivinicole. Cette branche intéresse aussi beaucoup parce que ça permet d'avoir une bonne connaissance des vins d'à côté, de la fabrication du vin, et donc de pouvoir vendre soit le vin directement, soit le matériel pour améliorer le process du vin de tous les jours. C'est combien de personnes aujourd'hui, Philippe Forbrac, qui travaillent dans cet univers, cet écosystème du vin ? Est-ce qu'on a des chiffres ? À peu près 150 000 personnes directement. Ah oui, ça fait énorme. Entre tous les producteurs, les distributeurs, les revendeurs, les sommeliers, les œnologues, enfin, etc. Ça fait une forte population, effectivement. Et vous avez imaginé à un moment donné de dire, je pourrais devenir viticulteur, je pourrais acheter
Forcément, ça vous a traversé l'esprit. Absolument, ça m'est traversé l'esprit. Et d'ailleurs, dans mes activités de sommelier, j'ai des activités aussi de conseil ou d'accompagnement. Je travaille avec Alliance Loire, qui est une boîte qui rassemble un certain nombre de caves coopératives dans la Loire depuis un certain nombre d'années. J'élabore des cuvées avec eux. Après avoir choisi des parcelles, discuter des vignerons, essayer de comprendre le terroir et de travailler ensuite avec les œnologues de concert pour essayer d'élaborer quelque chose ensemble. Et puis j'ai investi dans un domaine dans la vallée du Rhône aussi il y a quelques années. J'élabore un petit peu de Châteauneuf-du-Pape. Pas mal. C'est bien. Effectivement. Alors, quand je dis j'élabore, je participe bien entendu à l'élaboration. C'est pas moi du tout qui m'en occupe directement. Mais en tout cas, en tant que sommelier... On apprend encore, du coup. D'abord, on apprend tout le temps. Et c'est une vraie formation que d'aller mettre la main dans la cave, dans les cuves, et surtout d'abord dans la vigne. Parce que le travail du vin, il commence quand même dans le terroir, dans le choix et dans l'accompagnement de la vigne et du raisin, avant même de rentrer dans la cave. Et c'est toujours bon d'être un homme de terrain. Merci beaucoup en tout cas Richard Agonin d'avoir été avec nous, œnologue à Meursault en Côte d'Or. Très joli métier, on vous souhaite une très belle année. Excellent breuvage à Meursault. Et dans un instant, on reste avec Philippe Forbrac bien sûr, un autre métier, sourceur de vin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sourceur de vin? On va tout vous dire avec Jérôme Mersan qui sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Alors on découvre avec Philippe David, grâce à nos invités, en tout cas Philippe Forbrac qui est avec nous, meilleur sommelier du monde, patron de ce resto, le bistrot du sommelier à Paris. Et il y a quelques instants, ce métier d'œnologie, passionnant aussi. Et il y a énormément de monde finalement qui travaille dans cette filière du vin. Et Jérôme Mersan est avec nous, commerçant et sourceur de vin et spiritueux. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Alors commerçant, on sait tous un petit peu ce que ça veut dire. Et forcément, sourceur de vin, il y a un petit côté magie. On va pas chercher le vin à la source. Enfin, si, à la source, mais pas à la source. On a envie d'abord de savoir ce que c'est et à quel moment dans la chaîne vous intervenez, dans cette chaîne du vin en fait. Tout d'abord, bonsoir, merci de m'accueillir et je vais vous présenter brièvement ce métier qui est un métier forcément de passion et forcément de recherche et de temps pour faire plaisir aux autres. Donc voilà, je m'explique, mon métier est aller chercher des petits vignerons ou des petits domaines avec des pépites, parce que chaque vigneron a une pépite forcément. Et de par mon réseau de distribution qui part ça peut être du CHR, restauration traditionnelle, collective ou événementielle. Je mets en relation des vignerons sur tel produit qui correspondent à une demande de mes clients. Voilà. En fait, je travaille en amont. Ça veut dire que vous avez un cahier des charges, pour que ce soit un restaurant, un événement, peu importe, et vous allez sourcer les vins ou le vin qui correspond. Tout à fait, ou alors je suis force de proposition en faisant découvrir des niches, des pépites. Philippe Forbrac. Il y a un vrai rôle, parce que sourcer c'est important, parce qu'on a tous envie de goûter finalement quand on va dans un restaurant ou quand on va assister à un événement, de goûter un vin qu'on ne connaît pas. Même si certains vins qu'on connaît c'est rassurant, mais il faut toujours mixer un peu les deux. Moi j'aime bien ça. Aller un peu à l'inconnu aussi. Et ce métier de sourceur de vin est un vrai métier aujourd'hui. C'est vrai que les commerciaux en vin, ils avaient tendance pendant un moment à avoir une liste de vins. Tout le monde avait les mêmes et c'était des références absolues. Aujourd'hui, il y a une vraie demande du marché de trouver le vin que les autres n'ont pas et qui va correspondre précisément à ce dont on a besoin. Et d'où le sourceur. Le sourceur, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que fait sûrement notre ami Jérôme Mersan. Il va sur le terrain, il va goûter des vins, il va appréhender dans des salons, discuter avec des vignerons pour savoir la petite cuvée pépite qui va être particulière, et il va la proposer effectivement à ses différents clients. On se pose une question, comme on a un commerçant et sourceur en vin et spiritueux. Jérôme Mersan, qu'est-ce qui fait le prix d'un vin? Ça, c'est quand même la question qu'on se pose. Parce qu'il y a des bouteilles à 20, 50, 100 000 euros dans des très grands crus, très anciens. Qu'est-ce qui fait le prix d'un vin? Ça, on se pose la question. Eh bien, écoutez, moi, de principe, le vin, la seule valeur absolue, c'est le vin que, quand vous buvez ce vin, que vous êtes
sûr que ce soit le vin que vous attendiez. Donc c'est même plus une question de valeur, c'est une question de plaisir. Alors, un petit peu quand même, hein, parce que... Bon, oui, si on déguste sans plaisir... Oui, non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir un vin qui va être à 8-10 euros, qui va correspondre totalement à une attente de... Ah oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. C'est un critère. Tout dépend de ce qu'on veut en faire, c'est sûr. Exactement, tout à fait. Et puis après, j'avoue que j'ai la chance de découvrir des vins qu'on a... qu'on a peu connaissance sur des valeurs qui sont très 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 surprenantes. J'ai un jeune vigneron, je peux le citer, hein, c'est le domaine d'Argilus, donc à Saint-Philippe-d'Aiguille, qui est à 6 km de Saint-Émilion. C'est un jeune vigneron, il a 37 ans, il a un petit domaine qu'il a repris il y a 7-8 ans maintenant. Il a un vin qui s'appelle Argilus 2015, qui doit valoir aujourd'hui, on va dire une quinzaine, 22, entre 15 et 20 euros, on va dire, et qui vaut largement un grand vin de Bordeaux sans les citer. Et à l'aveugle, je ferai passer un ou deux échantillons à Philippe et me donne son avis. Il a l'air de le connaître en plus. Avec plaisir. C'est vrai on peut encore vous surprendre, Philippe. Bien entendu. Et même régulièrement, parce qu'il y a une vraie créativité, une vraie effervescence dans tous les sens de ce terme-là, dans la viticulture notamment française, mais dans le monde entier. Est-ce que finalement c'est un métier d'héritage, le vin, ou où finalement on voit des gens qui issus peut-être dont les parents n'étaient pas des viticulteurs ou des choses comme ça. Est-ce que les deux, oui, ça change? Absolument. Ça évolue? Oui, ça évolue. Héritage, bien entendu, même si l'héritage, notamment en Bourgogne, c'est très compliqué parce que le prix du foncier a vraiment explosé, donc je parle même pas des droits de succession, c'est l'enfer. Mais il y a aussi effectivement des nouveaux venus, des passionnés, des gens qui ont de l'argent, qui peuvent s'offrir des grands domaines, ok, mais il y a aussi des gens qui modestement rachètent des vignes dans des endroits déshérités et qui en font finalement des petites pépites dont nous parlions et qui sont vraiment super intéressants. Pour répondre peut-être plus en détail encore à la question de Philippe sur qu'est-ce qui fait le prix du vin, c'est la rareté, c'est son histoire. Et c'est le marché, comme toujours. C'est un produit qui se vend. Et il y a je me rappelle que c'était un vin du Minervois qui avait été élu meilleur vin du monde il y a une quinzaine d'années, je crois. Oui. Et par un grand guide américain, le Parker, je crois. Oui. Et qui a explosé sa demande du jour au lendemain. Et voilà. Et donc, du coup, ce qui vendait à 10 euros. Il l'a vendu à 80, quoi. Oui. Alors, non seulement lui va le vendre à 80, mais le marché va peut-être le revendre, lui, en deuxième ou troisième main, parce que c'est aussi ça. Il existe beaucoup plus cher encore. Mais donc on arrive à des choses incroyables. Ce marché aussi, juste pour faire une petite digression sur certains supermarchés qui organisent des foires au vin, on peut être surpris aussi avec ces vins-là? Oui, de moins en moins. Je pense qu'il y a une époque où il y avait vraiment plus de possibilités de découvrir dans les foires au vin. Dans les foires au vin, ça reste intéressant pour avoir des vins à des prix plus accessibles et dans une gamme aussi plus large. Mais les vraies pépites, on les trouve rarement aujourd'hui dans les foires au vin. On les trouve plutôt chez les cavistes ou chez les restaurateurs. Est-ce qu'on voit de plus en plus de femmes dans ce métier? Absolument. Ouais. Un métier qui s'est beaucoup féminisé pour plein de raisons. Il y avait des relations historiques particulières sur les femmes dans les caves, etc. Oui, bien entendu que c'est très féminin et les femmes ont une sensibilité émotionnelle et notamment et bien sûr un bagage technique qui s'apprend, qui est très intéressant. Il y a beaucoup de femmes œnologues aujourd'hui dans beaucoup de grands domaines. Jérôme Hersant, quand on voit aujourd'hui, quand on est sourceur franco-français, où on peut aller sourcer, je sais pas, en Argentine, au Chili, en Chine, on en parlait tout à l'heure, ou ailleurs. Oui. Ou voire même beaucoup plus proche. On a l'Espagne qui nous propose des produits assez sympathiques. On a l'Italie qui nous propose des très bons vins. Voilà, si vous voulez. Et la Belgique qui est un pays qui va nous surprendre dans quelques années. C'est vrai. Pour les blancs notamment. Ouais. Lequel pays j'ai pas entendu? La Belgique. La Belgique. Oui. Et là, j'arrive d'Amsterdam il y a quelques jours. On a goûté quelques vins belges, mais surtout néerlandais, qui était pas inintéressant du tout. Alors, exactement. Bien en flamand en plus. Oui, Jérôme Hersant, oui, allez-y.
Oui, non, mais pour dire, moi, parce que je suis et je lance un jeune nouveau vigneron qui s'appelle le domaine 1100 à Chablis, Alexandre 1100 qui a 24 ans. Qui reprend le domaine familial. Ses parents avaient planté des vignes il y a une trentaine d'années, mais qui distribuaient pas embouteillés. C'était pour le négoce et voir un peu à la coopérative, à la copé. Et depuis 2 ans, on a commencé à embouteiller. Je vous invite d'ailleurs, si vous passez sur Wine Paris, on sera sur le secteur. C'est beau salon. Oui. Du 12 au 14 février prochain à Paris. Exactement. Quels sont les autres métiers, par exemple, Philippe Forbrac, qui est dans cet écosystème? Parce que là, on a parlé des sourceurs, on a parlé des viticulteurs, des œnologues, des sommeliers. Il y a, j'imagine, dans cette chaîne d'autres métiers aussi, peut-être un peu plus rares. Il y en a d'autres, ne serait-ce que les vignerons. Les tonneliers, par exemple. Les tonneliers, les vignerons, ceux qui s'occupent vraiment de la vigne elle-même. Hein. Le tailleur. Exactement. Le tailleur de vigne. Le tailleur de vigne. Et puis, il y a aussi beaucoup de métiers développés autour de l'onotourisme. Aujourd'hui, il y a des gens qui font une formation, et qui sont au domaine, qui sont ni sommeliers, ni œnologues, etc., mais qui viennent parler du vin, qui accueillent les gens. Et de plus en plus, l'onotourisme fonctionne très bien en France, comme dans un certain nombre de pays. Donc ça laisse aussi de belles possibilités de carrière. Et donc en France, j'imagine que c'est un pays où on vient, on est les premiers dans le monde. On est encore les premiers. En termes de production, ça oscille en fonction de... En termes d'Ora, moi je parlais d'Ora. En termes de quantité, c'est l'Italie qui est un peu au-dessus en général. En termes de quantité, l'Italie, voire l'Espagne. Oui, et donc, en valeur, c'est la France. En valeur, c'est la France. Et en termes d'Ora, oui, la France reste quand même la référence. Mais bien entendu, et tant mieux pour nous. Mais force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de très bons vins dans beaucoup de pays aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Il faut juste en avoir conscience. Oui. Merci beaucoup. Plus on a de bonne concurrence, meilleur on est. Absolument, vous avez bien raison, Jérôme Mersan. Merci beaucoup, Jérôme Mersan, d'avoir été avec nous, commerçant et sourceur en vin et spiritueux. On était avec Richard Angonin, œnologue à Marceau, en Côte d'Or. Et merci beaucoup, Philippe Forbrac, d'avoir été avec nous, meilleur sommelier du monde, patron de ce restaurant. Allez donc de discuter avec lui et chanter, parce qu'on chante beaucoup aussi au bistrot du sommelier. Il y a des soirées karaoké le vendredi. Absolument. Merci beaucoup. Merci Philippe David d'avoir préparé cette émission. Merci à notre équipe Aurore, Aude, Ottilie, Benoît et Félix, bien entendu. On se retrouve demain à 17h. Demain à 17h, mais tout de suite Sud Radio à votre service. Et ensuite, après le flash, les essentiels de Sud Radio. Passez une belle soirée. Salut, à demain. À demain 17h.